C'est parti, bonjour. Nous sommes ce matin, ensemble ce matin, pour ceux qui le suivent en direct, cette petite intervention pour voir les principales conditions d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi des agents publics. Alors, je dis principales parce qu'il y a des petites subtilités que, bien entendu, en 1 heure et demie, je ne peux pas aborder, mais je vais quand même essayer d'être assez exhaustif et surtout d'identifier qui fait quoi et quel est le rôle de l'employeur public dans cette matière-là. Avant de commencer, juste un petit rappel sur les bases législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Donc, on a le décret chômage qui va peut-être être pas relancé puisqu'il y a une période de négociation qui est lancée, mais je ne vais pas revenir sur le système de détermination des allocations de retour à l'emploi en France. Le décret donc du 26 juillet 2019 qui a eu beaucoup de mal à rentrer vraiment en vigueur puisque entre-temps on a eu la période de Covid. Le décret du 16 juin 2020, ça c'est un décret qui est venu faire une sorte de compilation des jurisprudences du Conseil d'État en matière des allocations de retour à l'emploi, qui reprend ces jurisprudences et entretient l'articulation entre le décret de 2019 et le décret de 2020 parce que on a des appréciations juridiques différentes entre le juge administratif et le juge judiciaire pour les allocations de retour à l'emploi, notamment en ce qui concerne la notion de perte volontaire ou involontaire d'emploi. Par exemple, et on y reviendra dessus parce que c'est un enjeu de contentieux important chez les employeurs publics, par exemple, la notion de perte involontaire d'emploi et plus particulièrement de perte involontaire d'emploi des contractuels qui refuseraient leur renouvellement de contrat. Pour la Cour de cassation, pardon, le fait d'arriver en fin de contrat est une fin de contrat, point. Que l'assuré ait ou pas refusé le renouvellement de son contrat. Alors, avec l'année dernière, il y a quasiment un an maintenant, on a introduit la notion de l'agent qui refuse, qui fait deux refus d'offre de CDI, pardon. Il est en perte volontaire, mais ça ne concerne pas les employeurs publics. Donc, je vais direct oublier ce que je viens de dire. Par contre, je suis en CDD, j'arrive en fin de contrat, mon employeur privé me propose le renouvellement de mon contrat, j'ai le droit au chômage. Alors que si je suis un agent public exactement dans la même situation, je n'ai pas le droit au chômage. C'est quand même assez incongru, je trouve, hein, d'avoir cette différence-là sur laquelle on va revenir. Bien sûr, le code du travail, et d'ailleurs j'aurais dû commencer par là, dans le cadre de la hiérarchie des normes, le code du travail avec l'ouverture et la charge de l'indemnisation, même si on verra ça plutôt dans le prochain webinaire, énormément de jurisprudence. Énormément de jurisprudence, hein, c'est un droit où la jurisprudence a tout son rôle à jouer, notamment justement sur cette notion de perte, d'appréciation de la perte volontaire ou involontaire d'emploi. Et puis, ça peut être utile d'aller chercher des circulaires dont j'ai mis quelques extraits parce qu'il y a des exemples assez sympathiques. Alors, quelles sont les conditions d'ouverture de droit aux ARE? Quelles sont les conditions à remplir pour qu'un assuré agent public, puisqu'on va se consacrer sur les agents publics, titulaires et contractuels, quelles sont les conditions pour qu'elles aient le droit aux allocations de retour à l'emploi, ce qu'on appelle trivialement le chômage? Eh bien, il y a plusieurs conditions à remplir. Première condition, c'est une condition de résidence sur le territoire du régime d'assurance chômage. Deuxième condition, c'est une condition d'âge. Troisième condition, c'est une condition d'activité, une durée d'affiliation, donc avoir travaillé et été rémunéré pendant suffisamment longtemps pour ouvrir un droit. Et troisième condition, c'est une condition de perte involontaire d'emploi. Puis, il y a une condition d'inscription comme demandeur d'emploi, une condition d'aptitude physique et une condition de recherche d'emploi. Toutes ces conditions-là, l'employeur public en auto-assurance, y compris en auto-assurance, n'a pas, donc qui gère lui-même totalement les allocations de retour à l'emploi des agents publics et des fonctionnaires, il n'a pas une compétence globale sur toutes ces conditions, il n'a pas une compétence pour vérifier ces conditions-là. Lui, sa compétence, elles vont s'arrêter là. Il va vérifier si la personne réside sur le territoire d'assurance chômage, conditions d'âge, conditions d'activité, conditions de perte involontaire d'emploi, avec la spécificité justement de cette notion de perte involontaire d'emploi pour les agents publics. Le reste, tout ce qui va être conditions d'inscription comme demandeur d'emploi, l'aptitude physique et la recherche d'emploi,
c'est Pôle emploi. C'est-à-dire que vous, à partir du moment, en tant qu'employeur public, où vous avez un agent qui a bien son inscription comme demandeur d'emploi, son IDE, je vais utiliser cet acronyme-là, hein, IDE, c'est tout. Vous ne pouvez pas apprécier autre chose, y compris la condition d'aptitude physique ou de recherche d'emploi. Par contre, vous avez quand même déjà beaucoup de boulot, notamment autour de la notion de perte ou involontaire d'emploi, qui n'est pas carré. Autant la notion de résidence, d'âge et d'activité, c'est carré. Une fois que j'ai compris le concept, je l'applique. Bon. Sur la notion de perte involontaire d'emploi, on n'est pas sur quelque chose de complètement carré. Il y a des interprétations, des appréciations au cas par cas qui vont devoir s'apprécier, que ce soit sur la notion de refus de renouvellement ou que ce soit sur la notion de recherche effective d'emploi pendant au moins 121 jours suivant une perte volontaire d'emploi. Alors, on va le faire dans l'ordre et aller du plus simple au plus compliqué. On va commencer par le plus simple, c'est la condition de résidence. Pour pouvoir avoir le droit aux allocations de retour à l'emploi, il faut être sur le champ du régime d'assurance chômage. Et le champ du régime d'assurance chômage, c'est le territoire européen de la France, territoire métropolitain européen de la France, les DOM, et les collectivités d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barth et Saint-Martin. Ce qui veut dire que si vous avez un agent qui a, au moment où elle demande le chômage, ou après, quand elle a le chômage, qui va vivre à l'étranger, eh ben, cette personne-là, on va arrêter de lui verser les allocations de retour à l'emploi. Par exemple, vous avez un agent qui va vivre qui a travaillé chez vous, qui a le chômage, et puis qui va vivre en Tunisie. Eh bien, la Tunisie, c'est pas le territoire européen de la France, c'est pas un DOM, c'est pas une collectivité d'outre-mer, donc on devrait suspendre les allocations de retour à l'emploi. Alors, il n'y a pas de règle sur le suivi, d'autant que l'inscription comme demandeur d'emploi peut se faire de manière dématérialisée via Internet et on n'est pas toujours au courant du lieu d'exercice des lieux de vie euh, euh, des, des personnes qui bénéficient des allocations de retour à l'emploi. Donc bon, après, hein, faut faire confiance à la bonne foi des agents entre guillemets. Deuxième condition très très simple, c'est la condition d'âge. Donc, la condition d'âge est la suivante, c'est que pour bénéficier des allocations de retour à l'emploi, il faut d'une part soit que mon assuré n'ait pas atteint l'âge d'ouverture de droit et remplisse les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, c'est-à-dire qu'il ait le nombre de trimestres, tout régime confondu, pour avoir le taux plein. Donc là, ici, je vous ai remis les éléments qui sont consécutifs à la réforme des retraites qui est entré en vigueur le 1er septembre, avec du coup, hein, si j'ai un fonctionnaire ou un contractuel qui a 62 ans et qui a 168 trimestres, tout régime confondu, il n'a pas le droit aux allocations de retour à l'emploi. Par contre, s'il a moins de 168 trimestres, a fortiori s'il n'a pas 62 ans, eh bien, il va pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi jusqu'à ce qu'il remplissent les conditions d'une retraite à taux plein. Alors, il y a une petite disposition qui permet le maintien des droits, mais ce n'est pas sur l'ouverture de droits, c'est le fait de continuer à verser des droits à quelqu'un qui a déjà ouvert un droit, qui a déjà commencé à être indemnisé au-delà de l'âge d'ouverture de droit à pension, mais j'y reviendrai sur le calcul. En tout cas, pour l'ouverture de droit, une chose à vérifier, si mon agent a l'âge d'ouverture de droit à pension du régime général, on ne parle pas des actifs, hein, ça renvoie vers le régime général. Donc, il faut qu'il ait un âge d'ouverture de droit et le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Donc, s'il a cet âge d'ouverture de droit et le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, il ne peut pas avoir le droit aux ARE. Il y a des petites subtilités au régime qui renvoient au régime général pour les cas d'ouverture au titre de l'incapacité permanente ou de l'inaptitude. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail dans une période aussi courte. Et généralement, vous avez plutôt ce genre de cas-là. Donc, conditions de résidence sur le territoire, conditions d'âge et conditions d'affiliation. Alors, elle est assez simple à apprécier, la condition d'affiliation. C'est un peu plus compliqué sur la condition de
de durée d'indemnisation, ça sera pour la prochaine fois. La condition d'affiliation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder sur la période de référence affiliation, eh bien, si la personne a suffisamment travaillé. Pardon, il s'est passé un truc bizarre avec mon engin. Donc, la période minimale d'affiliation, elle est calculée en jours travaillés. Et donc, on va regarder sur la période de référence affiliation si la personne a suffisamment travaillé. Et cette période de référence affiliation, euh, ça va être ça va entre 2 et 3 ans précédant le dernier jour valable pour les droits à pension. Et donc, on va regarder sur cette période de référence affiliation si j'ai une durée d'affiliation suffisante euh, dans cette période de référence affiliation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les durées, durées d'affiliation? On va avoir deux situations. On va regarder, premièrement, si on a les jours travaillés. Donc, il faut 130 jours ou 910 heures de jours travaillés. Qu'est-ce qu'on entend par jour travaillé? On entend par jour travaillé les périodes d'emploi. Et c'est vraiment apprécié en jours travaillés. C'est pas par apprécié en mois où on va compter chaque jour qui a été travaillé et non travaillé avec quand même une simplification qui est de dire que à partir du moment où j'ai une semaine civile, j'ai 5 jours travaillés. Si sur ma semaine civile, j'ai moins de 5 jours travaillés, eh bien, on va prendre le nombre de jours effectivement travaillés. Par contre, si j'ai plus que 5 jours travaillés, on reste à 5 jours travaillés. Hein, imaginons que quelqu'un, il ait des repos variables et qu'il se retrouve à un moment sur une semaine où il va faire 6 jours travaillés, on va en prendre que 5. Par contre, s'il fait que 4 jours travaillés, on va en prendre que 4. Attention, hein, quand on parle de jours travaillés, on va apprécier euh, euh, les, les jours dans lesquels je vais avoir des repos et compagnie. Hein. Donc, il faut faire la différence entre ces différents jours-là. Le nombre de jours travaillés, c'est en effet pas le nombre de jours dans la durée du contrat. Ça, c'est un changement depuis 2019. Avant, on prenait la durée du contrat. Maintenant, on va regarder le nombre de jours effectivement travaillés. Donc, il faut 130 jours travaillés. Euh, et ça peut être moins que le nombre de jours qu'il y a dans le contrat. Si j'ai quelqu'un qui est à temps partiel et qui ne travaille pas tous les jours, si j'ai quelqu'un qui est à temps non complet, à 50%, du coup, ça va, faut vraiment apprécier jour par jour, par semaine, le nombre de jours travaillés. Deuxièmement, j'ai les jours qui sont dits assimilés. Donc là, avant, on avait plusieurs types de jours qui étaient assimilés. On avait euh, le, le 28 février et les jours de formation. On a supprimé le 28 février. Maintenant, il ne reste que les jours de formation continue. Donc, les jours de formation continue, là, qui ne sont pas travaillés, eh bien, on va prendre 7 heures égale une journée. Alors, attention, quand on parle de formation continue, c'est pas la formation que vous allez faire au sein de l'établissement. C'est, par exemple, quelqu'un qui va ne pas avoir de contrat, mais qui va suivre une formation financée par le département, la région, ou dans le cadre du CPF. Donc, c'est des jours de formation hors contrat, si vous voulez, qu'on va prendre dedans à coût de 7 heures égale journée. Par contre, ces périodes de formation ne peuvent pas représenter plus de 2 tiers de la durée totale des jours qui sont utilisés pour apprécier la période d'affiliation. On va prendre aussi les périodes qui sont des périodes de suspension du contrat de travail. Donc, même si je suis malade, par exemple, on va prendre en compte ces périodes-là à partir du moment où ces périodes sont rémunérées ou indemnisées. Alors, quand on parle rémunéré, par exemple, la période de congé maladie,
si mon agent a l'ancienneté qui va bien, ou le fonctionnaire, c'est une période qui n'est pas travaillée, mais c'est une période qui est rémunérée. Et pour le contractuel, la période de congé maladie non rémunérée, par exemple, j'ai 3 mois à plein traitement de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, et derrière, j'ai le congé non rémunéré pour accident du travail ou maladie professionnelle. Dans ce cas-là, j'ai les indemnités journalières de sécurité sociale, ATMP, donc ces jours-là sont indemnisés. Par contre, les périodes qui sont ni rémunérées ni indemnisées, on ne les prend pas dans la durée d'affiliation. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Eh bien, essentiellement pour les agents publics, les congés non rémunérés pour les contractuels ou éventuellement les stagiaires et la disponibilité non indemnisée. Je ne parle pas de la disponibilité d'office pour raison de santé. Là, c'est une disponibilité qui est indemnisée. Par contre, la disponibilité non indemnisée, c'est les disponibilités pour convenance personnelle, disponibilité pour suivre son conjoint et ce genre de choses. Alors, avec un bémol, c'est le fait que mon agent qui prend une disponibilité peut, dans certaines circonstances, reprendre une activité professionnelle. Et dans ce cas-là, eh ben, ça devient une période travaillée et rémunérée. Donc, ça rentrera dans la période d'affiliation. Il faut bien comprendre aussi sur la période d'affiliation, sur la durée d'affiliation, c'est qu'on prend toutes les périodes travaillées précédant la fin de contrat, que ce soit une période chez vous, chez le dernier employeur, ou chez un autre employeur. J'ai un agent qui vient chez vous, il travaille 3 mois, puis fin de contrat, il va travailler chez quelqu'un d'autre pendant 2 mois. La durée d'affiliation va s'apprécier à compter du dernier jour de contrat. C'est-à-dire que ça prendra en compte les contrats qui ont été exercés chez un autre employeur. Et en l'occurrence, comme c'est vous qui avez une période d'affiliation la plus longue dans ce cas-là, vous êtes amené à payer des ARE pour un agent qui n'a pas fini son contrat chez vous. Ça, c'est tout à fait possible de devoir indemniser une personne alors qu'elle n'a pas euh, fini son contrat chez vous. On va regarder la période d'affiliation à compter, on va partir de la fin de contrat. On va partir de la fin de contrat et on va regarder sur les. Alors, en fonction de l'âge, on va regarder en fonction de l'âge les 2 ans précédant la fin de contrat ou si mon assuré, hein, je mets le terme de salarié parce que c'est celui global et comme je vous l'ai dit, ça peut correspondre à la fois à quelqu'un qui est chez vous ou qui n'était plus chez vous. Donc, si mon salarié a moins de 5 à 53 ans ou plus, on va prendre 36 mois. Donc, je prends la fin de contrat, je remonte sur 2 ans et je regarde sur la période de 2 ans si j'ai une durée d'affiliation suffisante, c'est-à-dire si j'ai au moins 130 jours travaillés ou 100 ou 910 heures, alors 112 jours travaillés ou assimilés, plus les périodes donc l'assimilé, les périodes de formation, ou si j'ai quelqu'un qui a 53 ans et plus, je vais regarder dans les 3 ans s'il a bien une durée d'affiliation, sachant que une période d'affiliation, je ne la prends qu'une fois. Si j'ai déjà un droit ouvert au titre d'une période d'affiliation, je ne vais pas reprendre cette période d'affiliation pour réfléchir à nouveau à l'ouverture de droit. Donc, conditions de résidence. Être en métropole, dans un DOM ou dans certaines collectivités d'outre-mer. Collectivités d'outre-mer, pardon, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 2, conditions d'âge. Ne pas avoir atteint l'âge d'ouverture de droit à pension avec du régime général, avec le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Troisièmement, avoir une durée d'affiliation, c'est-à-dire dans les 2 ans si j'ai moins de 53 ans ou dans les 3 ans si j'ai 53 ans et plus, précédant la fin de contrat. Est-ce que j'ai bien 130 jours d'affiliation, les jours d'affiliation étant des jours effectivement travaillés, donc ce n'est pas le nombre de jours qu'il y a dans le contrat, c'est le nombre de jours qui sont travaillés plus les périodes assimilées, une semaine étant égale à 5 jours, quelle que soit la quotité d'ailleurs. Même si j'ai quelqu'un qui ne travaille qu'une demi-journée,
que tous les jours une demi-journée, ça compte comme 5 jours. Par contre, si j'ai plus de 5 jours, on s'arrête à 5 jours pour déterminer cette durée d'affiliation. Si je remplis ces conditions-là, il me reste d'autres conditions et notamment la condition de perte involontaire d'emploi. Alors, comment on apprécie cette qualification de perte d'emploi? On a plusieurs éléments qui doivent être appréciés pour apprécier cette perte d'emploi, qui est l'essentiel du contentieux. Aujourd'hui, c'est est-ce que je suis en perte volontaire ou involontaire d'emploi? Donc, pour avoir le droit au chômage, bien sûr, il faut être en perte involontaire d'emploi. Quels sont les cas de perte involontaire d'emploi? Donc, on a la démission légitime. Une démission, a priori, c'est une perte volontaire. Simplement, on a des cas de démission qui vont être considérés comme légitimes, euh, euh, qui vont pouvoir ouvrir droit aux allocations de retour à l'emploi. Deuxièmement, on va avoir bien sûr la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est considérée comme une perte involontaire d'emploi, donc ouvre droit aux aides. Les licenciements ou les radiations des cadres d'office, à l'exception de l'abandon de poste, qui n'est plus considéré comme une perte, enfin qui n'a jamais dans la fonction publique été considéré comme une perte involontaire d'emploi. Et enfin, la fin de CDD, sauf si j'ai un refus de renouvellement non légitime. Et enfin, pardon, j'en avais oublié un pour les fonctionnaires, les dispos. Alors, licenciement, démission, rupture conventionnelle, c'est des éléments qui sont similaires entre les titulaires et les contractuels. Fin de CDD et dispo, bah forcément, ça va être différent entre le contractuel et le titulaire, puisque le contractuel n'a pas de disponibilité. Donc, je vais euh, découper un petit peu tout ça de manière commune pour démission, licenciement, rupture conventionnelle, et je le ferai deux parties différentes pour la fin de CDD et pour la dispo d'office pour raison de santé, la disponibilité d'office tout court du fonctionnaire qui obéit à des règles un petit peu particulières. Commençons par la démission. Commençons par la démission. Euh, donc, quelqu'un qui démissionne, un titulaire ou un contractuel, est-il en perte involontaire d'emploi? À cette question-là, la réponse, c'est comme dans 90% des cas en droit de la fonction publique, ça dépend. Ça dépend de plusieurs éléments. Premièrement, ça dépend de la raison pour laquelle mon agent a démissionné. Et est-ce que cette raison-là est un motif qui est qualifié de légitime? Donc, on a une liste que je vais vous présenter. Si jamais la démission n'est pas légitime, il n'a pas droit aux allocations de retour. Enfin, il est en perte volontaire d'emploi. En plus de ça, donc si c'est reconnu légitime, on a une liste. En plus de ça, même si c'est une démission non reconnue comme légitime, on a quand même la possibilité de demander une ouverture des droits aux allocations de retour à l'emploi à partir du moment où mon agent a eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant au moins 121 jours et sous réserve qu'il ait eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi dont il doit apporter la preuve à l'employeur. Dont il doit apporter la preuve à l'employeur. Alors là, pour le coup, autant je vous ai dit tout à l'heure, et ça en a surpris certains, autant l'employeur public n'a pas le contrôle sur les actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant que l'agent bénéficiait des allocations de retour à l'emploi, autant c'est lui qui est compétent pour faire le boulot de l'instance paritaire régionale qui est censée justement vérifier si quelqu'un qui a eu une perte volontaire d'emploi eh bien, ne peut pas, entre guillemets, l'involontariser s'il a eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant au moins 121 jours calendaires, 121 jours calendaires étant, en l'occurrence, 4 mois. Donc, quelqu'un qui démissionne, qui se bouge et qui a des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant 4 mois peut vous demander, 4 mois après sa perte volontaire,
le bénéfice, la réétude, si vous voulez, de son ouverture de droit. Et enfin, j'ai la démission neutralisée par une période d'affiliation d'au moins 65 jours suivie d'une perte involontaire d'emploi. Donc là, c'est quelqu'un qui démissionne ou qui a une perte volontaire d'emploi, hein, puisque ces dispositifs-là s'appliquent non seulement à la démission, mais plus largement à tous les cas de perte volontaire d'emploi. Donc, une personne qui a une perte volontaire d'emploi, qui a des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant au moins 4 mois, peut demander une réétude. Et là, il faut lui demander les documents, les apprécier et éventuellement prendre une décision d'ouverture ou de refus d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi. Soit dit en passant, même si ce n'est pas totalement le sujet ici, une décision refusant l'ouverture des droits aux allocations de retour à l'emploi est une décision administrative qui, bien entendu, doit être motivée, puisque mon assuré a le droit aux allocations de retour à l'emploi. Donc, c'est une décision qui refuse un avantage pour les agents qui remplissent les conditions pour l'obtenir. Donc, il faut avoir la motivation en droit, en mettant en avant les différents motifs législatifs et réglementaires, et en fait, avec les éléments qui justifient le refus d'ouverture de droit. Bon, creusons un petit peu ces différents cas. Premièrement, la question de la démission, les motifs légitimes, ils sont fixés par le décret de 2019 et ils reprennent les accords d'application qui existaient avant le décret. Démission pour suivre son conjoint ou son ascendant ou descendant qui déménage pour un motif professionnel. Démission pour mariage ou pax avec quelqu'un qui habite ailleurs dans les 2 mois précédents ou suivant la démission. Démission suite à un changement de résidence d'un salarié de moins de 18 ans pour suivre ses parents. Démission pour suivre son enfant handicapé qui est placé dans une structure d'accueil éloignée. Démission pour cause de changement de résidence justifié par des violences conjugales. Démission pour volontariat international. Alors attention, pendant le volontariat, je n'ai pas le chômage. C'est juste que je démissionne pour faire une mission de volontariat. À la fin de ma mission de volontariat, j'ai le droit au chômage. Démission au cours d'une reprise d'activité n'excédant pas 65 jours. Donc, je suis un contractuel, je suis arrivé en fin de CDD, mon employeur a refusé le renouvellement de mon CDD, je reprends une activité professionnelle et cette reprise d'activité professionnelle, je ne me suis pas inscrit à Pôle emploi, hein. Je reprends une activité professionnelle pendant moins de 3 mois, 65 jours effectifs. Et avant ces 3 mois, je démissionne pour un motif non légitime. On va regarder la perte d'emploi précédente. Donc, on va voir que c'est une fin de CDD, du coup, à la demande de l'employeur. Du coup, il est bien en perte involontaire d'emploi. Démission pour reprendre une activité salariée à durée déterminée, à durée indéterminée, lorsque la personne qui emploie le salarié va le licencier avant 3 mois. Si j'ai au moins 3 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage. L'idée ici, c'est de permettre aux gens de bouger, en fait. Parce que, imaginons que j'ai un CDI, que j'ai un employeur qui me propose un nouvel emploi ou que je veux changer. Je postule à ce nouvel emploi, je l'ai. Du coup, pour y aller, il faut que je démissionne de mon ancien emploi pour être recruté par le nouvel employeur. Le problème, c'est que si jamais ce nouvel employeur, finalement, pendant la période PC, ça marche pas et que il me licencie pendant la période d'essai avant 3 mois, eh ben, je suis marron. Parce qu'en fait, j'ai démissionné, j'ai pas repris pendant au moins 3 mois. Donc, ce qu'on va regarder, c'est pas mon licenciement, c'est ma démission. Eh bien, cette disposition-là permet que malgré tout, j'ai quand même le droit aux allocations de retour à l'emploi, sous réserve d'avoir une affiliation de 3 ans continue. L'idée étant de permettre de pas que ce soit un frein à la mobilité professionnelle. Et la démission pour créer et reprendre une entreprise, mais après la création reprise d'entreprise. Je démissionne pour créer et reprendre une entreprise, mon entreprise ne marche pas, elle est liquidée, eh bien, j'ai le droit à, je suis bien en perte involontaire d'emploi. Alors, ensuite, j'ai la question des 121 jours. Donc, en fait, quelqu'un qui est en perte volontaire d'emploi, qui va pendant 121 jours
avoir des activités lui permettant la, comment dire, une ouverture de ses droits après 4 mois, après 121 jours. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Quelles sont les conditions? Premièrement, eh bien, il faut avoir quitté son dernier emploi depuis au moins 121 jours, donc depuis au moins 4 mois. Il faut que je remplisse bien sûr toutes les autres conditions, durée d'affiliation, inscription comme demandeur d'emploi, résidence sur le territoire du RAC. Et enfin, il faut que j'apporte la preuve des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant au moins 121 jours. Alors, c'est absolument pas une ouverture automatique. C'est l'agent qui doit apporter la preuve qu'il a eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant au moins 4 mois. Et il faut que l'agent apporte des preuves concrètes, hein, et factuelles qui vont être appréciées. Alors, à Pôle emploi, c'est l'IPR, l'instance paritaire régionale, qui apprécie ça. Chez l'employeur public, c'est l'employeur public qui, en auto-assurance, va apprécier ça. Il va apprécier si vraiment il y a eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi avec une jurisprudence, hein, qui se développe. Et si jamais je refuse, il faut que je prenne une décision de refus d'ouverture de droit au bout de 121 jours au motif de l'absence d'actes et positifs et répétés de recherche d'emploi. Donc, c'est l'employeur qui doit apprécier ça sous le contrôle, bien entendu, du juge administratif en regardant les actes qui ont été effectués au cours de ces 4 mois. Euh, alors, quelques exemples de cas d'ouverture de droit après 121 jours. Donc, des exemples où l'agent ne remplit pas cette condition de recherche pendant ces 4 mois. Un agent qui suit une formation master sous statut d'étudiant, dont la formation ne s'inscrit d'ailleurs pas dans son projet d'action personnalisé défini par Pôle emploi. Ça, c'est important parce que quand je vais rechercher un emploi, je peux être amené à signer un projet d'action personnalisé qui va permettre d'apprécier les actions personnalisées qui sont, oui ou non, reconnues comme permettant de remplir la condition de recherche d'emploi pendant 121 jours. J'ai souvent la question en hospitalière, l'aide-soignant qui refuse le renouvellement de son contrat, par exemple, ou qui démissionne pour suivre une formation d'infirmière. Là, on n'est même pas dans cette condition-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas quelqu'un qui euh, euh, est on n'est pas sur quelqu'un qui est en perte volontaire et qui a eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant 121 jours. Non, on serait sur quelqu'un qui refuse le renouvellement ou qui démissionne pour suivre une formation. Donc en fait, on n'est pas sur la condition des actes pendant au moins les 121 jours. Donc on devrait refuser l'ouverture de droit. On parle bien d'actes alors que j'ai perdu mon emploi volontairement et pas démissionner dans un objectif. Et quand bien même, imaginons que j'ai euh, euh, une, un agent qui démissionne, puis derrière, qui va suivre une formation comme ici. Cette formation-là, il faut qu'elle s'inscrive dans son projet personnalisé d'accès euh, à l'emploi. Autre exemple, c'est l'agent qui a eu deux entretiens à l'Agence nationale pour l'emploi, à l'époque, hein, l'ANPE, ça ne nous rajeunit pas, pour faire le plan avec son conseiller sur ses démarches de retour, et deux recherches d'emploi en plus de 5 mois, c'est insuffisant pour justifier une recherche active. Plus récent, là, 2023, la candidature a 3 offres d'emploi auprès de Pôle emploi, une demande de formation n'ayant pas reçu de réponse favorable, faute de répondre au reclassement mis en place par le projet professionnel de l'assuré. Alors, vous voyez, là encore, on retrouve, comme pour la jurisprudence de 2017 d'au-dessus de Versailles, c'est pour ça que j'ai mis les deux sur la diapo, c'est qu'on a l'importance du projet d'action personnalisé défini avec Pôle emploi au regard des formations qui sont suivies. C'est-à-dire que je suis à Pôle emploi, je définis ce projet si j'entends avoir une reconversion professionnelle, la possibilité que ça soit pris en compte pour
une période de recherche d'emploi, une période de formation, eh bien, il faut que ça soit lié au projet professionnel. Donc, ce qu'on va retrouver là-dedans, sur les périodes de recherche d'emploi, c'est les éventuelles petites reprises d'activité, les périodes, toutes les preuves de postulation que j'ai fait à droite à gauche, alors avec la lettre de candidature, les offres, hein, c'est pas dire j'ai postulé à 60 offres. Non, il faut prouver que j'ai postulé à 60 offres. Les éventuels refus des employeurs, je dis les éventuels parce qu'on n'a pas toujours de formalisation des refus, et les périodes de reprise de formation sous réserve qu'elles correspondent au projet personnalisé de l'assurance. Alors, il y a quand même des fois où je remplis les conditions. Quelques jurisprudences justifient de cette recherche d'emploi l'agent qui était attaché de presse et qui a été inscrit comme demande d'emploi et qui a présenté sa candidature à de nombreuses offres d'emploi correspondant à ses qualifications. 3 maisons d'édition, une EPCI, les services de communication du cabinet d'une commune, poursuivi activement ses efforts de recherche d'emploi en postulant notamment à diverses offres auprès d'employeurs publics et privés, tant dans ce secteur que dans la communication. Ah, il y a eu plus de 30 offres d'emploi. Autre exemple, là, un agent qui a sollicité, qui était dans l'enseignement, qui a sollicité plusieurs établissements d'enseignement pour assurer l'intervention ponctuelle, s'est porté candidat pour un emploi de directrice de la culture, a participé à un atelier portant sur la création d'entreprise, s'est inscrite à une formation et au recours au service de l'association pour l'emploi des cadres, et après avoir actualisé son projet personnalisé, donc vous voyez encore une fois, le projet personnalisé est important, elle a poursuivi ses démarches de formation en s'inscrivant à une formation professionnelle pour obtention du certificat de coach praticien et à différents ateliers proposés par Pôle. Du coup, hein, le Conseil d'État consulaire qu'à ce titre-là, mon assuré remplit bien la condition de recherche d'emploi dans les 121 jours. Donc, démission légitime, recherche effective d'emploi pendant 4 mois suivant la perte volontaire d'emploi pour involuntariser la perte d'emploi. Et enfin, et autre chose, c'est la reprise pendant au moins 65 jours. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que là, c'est quelqu'un qui a une fin de contrat, qui reprend une activité et qui a 65 jours d'affiliation et qui a une autre fin de contrat. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder pour chacune de ces fins de contrat si c'est une perte volontaire ou involontaire et regarder s'il y a au moins ou moins de 65 jours d'affiliation. Donc ici, j'ai mis 2 exemples. Le premier exemple, j'ai quelqu'un qui a travaillé, qui a une fin de contrat avec un licenciement, donc c'est une perte involontaire d'emploi à partir du moment où ce n'est pas un licenciement pour abandon de poste, qui reprend une activité professionnelle pendant 60 jours, il est à nouveau licencié, eh bien, il a le droit aux allocations de retour à l'emploi. Il a 2 pertes involontaires. En dessous, c'est un peu plus compliqué. J'ai quelqu'un qui a une fin de contrat non légitime, démission non légitime. Donc, démission non légitime, il est en perte volontaire d'emploi. Il reprend une activité professionnelle pendant 60 jours et avant 65 jours, donc 60 jours, non pas calendaires, mais d'affiliation, c'est-à-dire moins de 3 mois calendaires, grosso modo, si je travaille 5 jours par semaine, eh bien, mon assuré est licencié. Il s'inscrit comme un demandeur d'emploi. Il n'est pas en perte involontaire d'emploi. Pourtant, il a été licencié, mais pourquoi? Parce que on n'a que 60 jours de reprise d'activité. S'il avait repris pendant 65 jours, dans ce cas-là, il serait en perte involontaire d'emploi. Donc, je prends la fin de contrat, je regarde combien il y a de jours travaillés précédant la fin de contrat, et en fonction de ça, je prends la dernière ou l'avant-dernière fin de contrat pour apprécier si la personne est en chômage volontaire ou involontaire. Autre exemple, démission non légitime. Moi, personne reprend pendant 120 jours. 120, c'est plus que 65. Il est licencié. Du coup, il est bien en perte involontaire d'emploi. Donc, on regarde ça. Pour le dire autrement, je regarde la fin de contrat, je regarde s'il y a
plus ou moins de 65 jours travaillés dans le précédent, la fin de contrat. Et si j'ai au moins 65 jours travaillés, c'est bien ma fin de contrat. Si j'ai moins de 65 jours travaillés, je vais aller regarder la fin de contrat précédente pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire de la fin de contrat. Autre cas de perte involontaire d'emploi, quoique, c'est la question du licenciement. Le licenciement ou la radiation des cadres pour les fonctionnaires, le licenciement emportant radiation des cadres, est-ce que c'est une perte volontaire ou involontaire d'emploi? Bon, en l'occurrence, là, le décret du 16 juin 2020 reprend la jurisprudence du Conseil d'État et nous dit que sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, pardon, notamment les agents publics radiés des cadres d'office, radiés d'office des cadres. Alors le mot office, là, il est vachement important parce que ça veut dire que c'est imposé. Lorsque c'est à la demande de l'agent, eh bien, mon agent n'aura pas, ne sera pas en perte involontaire d'emploi, mais il pourra le devenir. Attention, hein. Si je fais une démission, je suis radié des cadres, je suis en perte volontaire d'emploi, il n'y a pas de motif légitime, ça n'empêche que je peux éventuellement bénéficier d'une nouvelle appréciation après 121 jours. C'est un petit peu, enfin c'est toujours la même chose, hein. J'apprécie la perte involontaire. Si c'est une perte volontaire, 121 jours d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, ça vient annuler ma perte volontaire. Maintenant, il y a un cas quand même, lorsque je suis radié des cadres d'office ou licencié, c'est le cas de l'abandon de poste. Hein, le Conseil d'État, dans un arrêt de principe assez ancien, qui a été repris d'ailleurs, j'en ai mis un celui du 14 décembre 2005, considère que l'agent titulaire ou contractuel licencié pour abandon de poste ne peut pas être regardé en perte involontaire d'emploi. Il est en perte volontaire d'emploi et donc à ce titre-là, il n'a pas le droit, en tout cas dans un premier temps, aux allocations de retour à l'emploi. Encore une fois, si il a des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant au moins 121 jours, il pourra réouvrir un droit, enfin, il pourra ouvrir un droit aux allocations de retour à l'emploi, être considéré en perte involontarisée d'emploi. Alors, le fonctionnaire ou l'agent contractuel licencié pour insuffisance professionnelle, oui, il est en perte involontaire d'emploi. Le fonctionnaire révoqué, est-ce qu'il est en perte involontaire d'emploi? Oui, oui, il est en perte involontaire d'emploi, il a droit aux allocations de retour à l'emploi. Le fonctionnaire licencié suite à une suppression d'emploi, oui, tout à fait. Le fonctionnaire qui est licencié ou le contractuel qui est licencié ou radié des cadres pour inaptitude physique, il est bien en perte involontaire d'emploi. L'abandon de poste, non. L'agent qui est en dispo ou en détachement et qui refuse les offres, eh bien, pour l'instant, c'est oui. Hein. Après une dispo, lorsque mon agent est en perte involontaire d'emploi, alors il est en perte involontaire d'emploi temporairement, on va y revenir, ou à la suite d'un détachement, il est mis en dispo d'office. Après, s'il est licencié après les refus de poste, aujourd'hui, le juge considère que on est en perte involontaire, mais on pourrait y avoir débat en disant que finalement, c'est du fait de l'agent qui a refusé les trois offres qu'il est en perte involontaire d'emploi et qu'il est en perte volontaire, mais il n'y a pas encore de jurisprudence, à ma connaissance, de principe sur cette question-là. Pour l'instant, hein, c'est oui, quoique, voilà, c'est pour ça que je le mets comme ça, oui, quoique, on pourrait avoir une évolution jurisprudentielle sur la question qui viendrait clarifier la chose. Et il y a des établissements qui, du coup, dans ce cas-là, refusent les allocations de retour à l'emploi. Alors, là, mis à part ces différents cas, on va avoir deux situations
particulière, justement, c'est la question du refus de renouvellement de contrat et la question de la dispo. Je vais séparer les deux. Donc là, ça va être un moment spécial contractuel, et puis après, on aura un moment spécial titulaire sur ces motifs. Alors, le refus de renouvellement de contrat, qu'en est-il? Alors là, une jurisprudence pléthorique sur la question, assez fréquent, étant donné que c'est quand même une spécificité de la fonction publique, un truc pareil. Euh, un refus de renouvellement à l'initiative de l'agent va être considéré en perte volontaire d'emploi. C'est le juge administratif qui considère ça. Se pose plein de questions là-dessus. Déjà, est-ce qu'on parle bien de renouvellement? Ou au contraire, est-ce qu'on propose un nouveau contrat? Et il y a une différence importante, puisque dans un cas, un refus de renouvellement du contrat, le juge considère que c'est une perte volontaire d'emploi. Un refus de renouvellement, un refus de nouveau contrat, c'est une perte involontaire d'emploi. Donc il y a une grosse importance là-dessus. En tout état de cause, il y a souvent la question de l'articulation de cette appréciation de la perte volontaire ou involontaire d'emploi d'un agent qui refuse le renouvellement de son contrat avec les dispositifs en matière de durée. De durée de préavis, pardon. Je vous le rappelle, hein, lorsque l'agent arrive au terme de son contrat et que son contrat est susceptible d'être renouvelé, l'employeur doit notifier à l'agent son intention de renouveler ou de refuser le renouvellement du contrat dans une certaine durée, qui est ici en fonction de la durée d'emploi de l'agent et par lettre recommandée avec accusé de réception. Et l'agent, il a 8 jours pour se prononcer. Soit il ne dit rien et ça veut dire non, soit il dit quelque chose et ça veut dire oui ou non en fonction de ce qu'il dit. Du coup, je propose le renouvellement de contrat à un agent dans les délais. L'agent ne répond pas dans les 8 jours. Il est en perte volontaire d'emploi. Je propose le renouvellement du contrat. L'agent refuse clairement la proposition de renouvellement du contrat. Eh bien, il est en perte volontaire d'emploi. Donc, alors, est-ce que on est forcément lié à ça? Bah, pas nécessairement. Euh, on va voir que si l'agent fait connaître à l'employeur son intention de ne pas renouveler son contrat avant que l'employeur lui propose, eh bien, il va être aussi en perte involontaire d'emploi. Alors, le juge administratif considère en effet que l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat est en perte volontaire d'emploi. Euh, Ce n'est que si l'employeur refuse le renouvellement que l'agent est en perte involontaire. Et c'est une jurisprudence qui a été reprise, comme je vous l'ai dit, donc la compilation, entre guillemets, des jurisprudences dans le décret du 16 juin 2000. Et ça s'applique même à l'employeur, à l'agent, pardon, qui fait connaître à son employeur son intention de ne pas renouveler son contrat, alors que l'employeur ne lui a pas encore proposé de renouvellement. Donc, l'agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, son refus de renouvellement, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi. Donc, si vous avez un agent qui vous écrit et qui vous dit je ne veux pas le renouvellement du contrat, alors qui vous écrit? Plusieurs éléments. Et là, c'est toute la question de la preuve autour de tout ça. Je fais un entretien avec mon supérieur hiérarchique au moment du terme de son contrat pour me poser la question du renouvellement. Dans le cadre de cet entretien, le supérieur hiérarchique me dit, écoute, je te propose le renouvellement, et moi je lui dis non. Ben, il faut un compte-rendu de l'entretien, il faut la preuve que l'agent a bien refusé le renouvellement. Ou même si l'agent dit d'emblée, bon, moi, voilà, je ne veux pas continuer à travailler avec vous, il faut qu'il y ait la preuve de la position de l'agent pour pouvoir ensuite y faire référence dans la décision d'ouverture, refus d'ouverture de droit, et ensuite le mettre en avant dans le cadre devant le juge administratif. Donc, l'agent,
ça va être, on va refuser l'ouverture de droit lorsqu'il refuse le renouvellement, sauf à ce que ce renouvellement soit motivé par un motif légitime. C'est quoi les motifs légitimes de refus de renouvellement de contrat? Ben, c'est tout simplement les cas de démission légitime. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Refus de renouvellement pour un motif suivre le conjoint ou autre. On est bien sur un motif qui est un motif, un motif légitime. Mais c'est pas tout. On a une jurisprudence qui a été reprise par le décret du 16 juin 2020. On peut parler de motif légitime non seulement en regard des cas de démission légitime, mais aussi des considérations d'ordre personnel qui tiennent au fait soit que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification apportée dans l'employeur, soit lié à une situation de vie de l'agent qui fait que ben, finalement l'agent refuse, mais ça se comprend, la raison pour laquelle il le refuse, et c'est une appréciation au cas par cas, en fonction de la situation de l'agent. Euh, Sous le contrôle du juge administratif. Donc l'agent, il va dire, ouais, moi je refuse le renouvellement de contrat parce que, encore faut-il qu'il amène les éléments qui justifient cette position. Alors, quelques exemples. Premièrement, un agent des HCL qui refuse le renouvellement de son contrat du fait qu'elle se sépare de son conjoint, il déménage et bah, qu'il y a des problématiques de garde d'enfants. Donc, on va tenir compte de ça. Dans ces circonstances, le juge considère qu'on a bien des considérations d'ordre personnel qui justifient l'ouverture de droit aux ARE et qui permettent de rejeter, d'annuler pardon, la décision de refus d'ouverture de droit aux ARE de l'employeur. Autre exemple, la modification substantielle de contrat, ben, c'est un agent tout simplement, on lui propose une rémunération inférieure de 250 euros par rapport à sa quotité. Donc là, en fait, c'est pas vraiment, et on retombe sur la notion que j'ai évoquée, qui est celle de la notion de renouvellement de contrat. Est-ce qu'on est face vraiment à un renouvellement ou pas ici? Un agent qui a à temps complet rémunéré au SMIC, et on lui propose une durée de 31 heures avec une baisse de 250 euros, c'est une modification substantielle de contrat qui justifie le refus de l'agent d'ouvrir droit, enfin, qui justifie le refus de l'agent lui permettant d'ouvrir droit aux allocations de retour à l'emploi, payées du coup par l'employeur, et justifie en l'occurrence l'annulation de la décision de refus d'ouverture des droits aux allocations de retour à l'emploi. A contrario, n'est pas en perte involontaire d'emploi, l'agent qui informé le centre hospitalier de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au motif de l'incertitude de son avenir professionnel au sein de l'établissement, qui a décliné l'offre qui lui était faite d'un renouvellement de son contrat et qui a confirmé que son refus de renouveler son contrat prévenait de la succession de contrats à durée déterminée. Bah ouais, mais c'est pas pour ça que ça justifie le refus de renouvellement de son contrat. Et ensuite, l'agent, il dit, non, mais en fait, j'ai eu un Pax 2 mois suivant la fin de mon contrat. Sauf que, et là c'est très intéressant, et c'est la même chose, et c'est la même logique pour que j'évoquais tout à l'heure sur l'agent qui démissionne pour suivre une formation, elle s'est paxée après. C'est-à-dire que il faut faire la différence entre la personne qui refuse le renouvellement de son contrat ou qui démissionne pour se paxer et la personne qui refuse le renouvellement de son contrat ou qui démissionne, puis se paxe. Parce qu'elle rencontre, entre guillemets, une personne avec qui elle veut signer un contrat civil pour quelques années ensemble. Cette circonstance ne pouvant, dans les circonstances particulières de l'espèce, donc c'est vraiment au cas par cas, être regardée comme le motif de son refus de renouveler son contrat. C'est vraiment la motivation, l'origine, la raison pour laquelle l'agent va refuser le renouvellement ou démissionner. C'est exactement la même logique qu'on devrait aller rechercher pour dire, ben voilà, l'agent, finalement, il n'a pas de motif légitime ou des considérations dans le personnel qui justifient son positionnement. Après avoir vu les contractuels et le cas spécifique du refus de renouvellement de contrat, le cas spécifique de la disponibilité du fonctionnaire.
Donc, la disponibilité, on va voir plusieurs situations. Première situation, c'est la situation du maintien en disponibilité, c'est-à-dire la disponibilité, entre guillemets, d'office. Donc, avec eux. J'ai deux situations dans le versant hospitalier de la fonction publique. C'est soit l'agent qui arrive en fin de détachement et que je mets en dispo d'office de poste vacant, soit l'agent qui fait sa demande de réintégration à l'issue d'une disponibilité, quel que soit le motif de la disponibilité, et qui fait sa demande de réintégration. Attention, là, on n'est que sur l'appréciation de le caractère involontaire de la perte d'emploi. On n'est pas du tout sur une appréciation des autres conditions d'ouverture de droit au chômage, parce que dans des situations comme ça, va se poser la question de la durée d'affiliation pour ouvrir le droit aux allocations de retour à l'emploi. Donc, comme on l'a vu, l'article 37 du décret 89-376, que je vous ai montré tout à l'heure, nous dit bien que l'agent doit faire sa demande de réintégration au moins 2 mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration est le droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé 3 ans. Et si jamais, sinon c'est une des premières vacances, et si jamais il n'y a pas de poste vacant, l'agent est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que 3 postes lui aient été proposés. Alors, pendant cette disponibilité-là, pendant cette disponibilité d'office-là, est-ce que mon agent est bien est-ce qu'il a droit aux ARE? Et là, une des questions à se poser, c'est est-ce qu'il est bien en perte involontaire d'emploi? Alors, euh, oui, il peut être considéré en perte involontaire d'emploi si il a fait sa demande de réintégration dans les 2 mois. À défaut, il sera reconnu en perte involontaire au terme de ce délai. Alors, qu'est-ce que ça donne? Petit exemple. J'ai mon agent qui est en disponibilité. 2 mois avant le terme de sa dispo, normalement, il fait sa demande de renouvellement de réintégration. 2 mois avant la fin de la dispo, il fait sa demande de réintégration. On arrive au terme de la dispo. À partir de là, je le maintiens en dispo d'office, faute de poste vacant, jusqu'à ce que je le réintègre. Et du coup, il est en perte involontaire d'emploi. Et il va pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Ça, c'est le cas où tout se passe bien. Par contre, si jamais il fait sa demande de réintégration tardivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va décaler le moment où il sera considéré en perte involontaire d'emploi dans les 2 mois suivant sa demande de réintégration. Pourquoi? Parce que dans le texte, on nous dit qu'il faut faire la demande dans les 2 mois avant. Donc, on va considérer qu'il sera en perte involontaire que s'il a fait la demande dans les 2 mois précédant la fin de sa dispo ou 2 mois à compter de sa demande de réintégration s'il n'est pas dans les délais avec une perception des ARE après, donc à compter de cette période de 2 mois. Donc on décale le moment où on va considérer où il est en perte involontaire d'emploi. Deuxième condition, donc avoir demandé sa réintégration de délai de 2 mois. À défaut, il n'est reconnu en perte involontaire au terme de ce délai. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il ait refusé d'offres correspondant à son grade. Attention, il faut faire la différence ici entre l'agent que je vais licencier après 3 refus d'offres correspondant à son grade et avis de la commission administrative paritaire et les conditions d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi. Mon agent, il aura le droit d'être maintenu en dispo. Simplement, il n'aura plus le droit aux ARE de la manière suivante. 2 mois avant le terme de la dispo, disponibilité, terme de la dispo, perte involontaire d'emploi, maintien en dispo, avec a priori ARE. Cependant, les ARE, il ne les percevra que jusqu'à ce qu'on lui fasse une offre. S'il refuse
l'offre qu'on lui propose, eh bien, il ne sera plus en perte involontaire et donc, il n'aura plus le droit aux allocations de retour à l'emploi jusqu'à sa réintégration ou refus de 3 offres, où là, il sera licencié. Et est-ce qu'il aura le droit aux allocations de retour à l'emploi? C'est ce que je vous ai dit. Ah oui, quoique, parce que j'ai pas encore de jurisprudence claire sur la question. Mais on pourrait tenter de dire que bon, non. Mais il n'y a rien qui est carré aujourd'hui sur cette question. Mis à part la disponibilité et cette situation particulière, il y a la question de la radiation des cadres et notamment de la radiation des cadres pour invalidité. La radiation des cadres pour invalidité, je vous le rappelle, j'ai 2 types de radiation des cadres pour invalidité. J'ai la radiation des cadres pour invalidité sur demande ou d'office. D'office qui se fait soit lorsque l'agent est atteint d'une pathologie qui n'est pas susceptible de traitement et qui le rend inapte absolu définitive à toute fonction, soit que mon agent a épuisé ses droits statutaires à congé pour raison de santé, 1 an de CMO, 3 ans de CLM, 5 ans de CLD, qu'il est inapte absolu et définitive à ses fonctions sans possibilité de reclassement, ou après au moins 1 an de CITIS, que mon agent est inapte absolu et définitive à ses fonctions sans possibilité de reclassement. Là, je peux le faire d'office, c'est-à-dire imposer la radiation des cadres à l'agent. Et puis, elle peut se faire aussi sur demande. L'agent, à tout moment, il peut demander à bénéficier à bénéficier d'une radiation des cadres pour invalidité, une radiation des cadres pour invalidité qui se fera après, enfin pas après, je crois n'importe quand, si mon agent est bien inapte absolue et définitive à ses fonctions, Point. C'est pas sans possibilité ou volonté de reclassement, dans la mesure où c'est lui qui demande, hein, donc il n'y a pas de question de possibilité de reclassement. Du coup, est-ce que l'agent radié des cadres pour invalidité d'office a le droit aux allocations de retour à l'emploi? Bah, a priori, oui, puisque, en tout cas, la condition de perte involontaire, l'article 2 du décret me dit que les agents publics radiés d'office pour tout motif sont considérés en perte involontaire d'emploi. Donc, bah, mon agent radié d'office pour invalidité est considéré en perte involontaire d'emploi. Cependant, vous pourriez me répondre, oui, mais enfin, d'accord, mais il y a quand même une condition qu'on n'a quand même pas encore évoquée, qui est la condition d'aptitude physique. Or, un agent radié des cadres pour invalidité, je le radie parce qu'il est inapte, absolu et définitive à ses fonctions, sans possibilité de reclassement, l'agent radié des cadres pour invalidité d'office. Donc, il n'est pas apte physiquement. Bah, en fait, ce n'est pas votre problème. C'est celui de Pôle emploi et du préfet, tout comme la recherche d'emploi. Le contrôle de la condition d'aptitude au travail depuis 2010 appartient au préfet qui gère le Pôle emploi. Et donc, c'est pas à vous de l'apprécier. Comme l'a rappelé, enfin, comme l'a mis sur papier dans le cadre d'une jurisprudence de principe le Conseil d'État, un agent il est réputé remplir la condition d'aptitude physique à partir du moment où il est et demeure sur la liste des demandeurs d'emploi. Donc, ce n'est pas votre business. Mon agent radié des cadres pour invalidité d'office, qui va s'inscrire à Pôle emploi, il est considéré comme apte au travail et va pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Et l'employeur ne peut opposer l'inaptitude absolue, totale et définitive à toute fonction émise par le conseil médical, à l'époque le comité médical. Ça n'a rien à voir. Les médecins différents qui apprécient différemment. Euh, et à la limite, l'employeur, il peut dire, bon, bah, je vais saisir le préfet qui, de vous à moi, il y a peu de chances qu'il intervienne là-dessus. Merci.